les bonnes choses ont une fin, comme on dit, et il fallait bien que je trouve comment conclure cette folle saga de l'été. L'énigme autour de Madame de Montespan, que vous avez pu entrevoir en filigrane de cette affaire des poisons, et dont j'ai surtout parlé dans le dernier épisode, est encore aujourd'hui très discutée par les historiens. A-t-elle eu, oui ou non, un véritable rôle dans cette affaire de grande ampleur ? A-t-elle vraiment souhaité la mort du roi lorsque celui-ci l'a délaissée ? Je ne vais pas vous mentir, il y a dans cette affaire des poisons bien plus de questions que de réponses. Bien plus de peut-être que de certitudes. Alors, pour ce dernier épisode, je vous embarque une dernière fois dans cette affaire, naviguer entre les contradictions qui font à la fois de la Montespan une innocente et une coupable parfaite. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui les contradictions de l'énigme Montespan. Les premiers, après toute cette affaire, à avoir eu vent des notes de l'araignée au sujet de l'implication de la Montespan, ce sont Ravesson et Funk-Brentano, tous deux archivistes et conservateurs des archives du Louvre et de la bibliothèque de l'Arsenal. Quand ils ont déterré tout ça, eux n'ont pas vraiment bien tiré parti de tous les éléments à leur disposition, et en parcourant les interrogatoires en tout genre, ils sont convaincus de la culpabilité de Madame de Montespan. Ils laissent volontiers de côté les deux mémoires écrits par Colbert lui-même et l'avocat Duplessis qui prennent la défense de la maîtresse du roi. Pour eux, c'est clair, Montespan était bien cette femme ambitieuse qui avait fait prendre des filtres d'amour et des aphrodisiaques au roi, s'était livrée à des messes infernales accompagnées de sacrifices d'enfants avant de chercher à assassiner sa rivale, Mademoiselle de Fontanges. C'est clair que, vu comme ça, l'ardoise de la Montespan a l'air bien chargée. Le tableau qu'on dresse d'elle est donc celui-ci. Jusqu'à ce qu'au début du XXe siècle, un homme vienne prendre sa défense, seul contre tous. Cet homme, c'est Jean Lemoine, un chercheur qui a écrit notamment un livre intitulé « Madame de Montespan et la légende des poisons », publié en 1908. Lui soutient coûte que coûte la mémoire de Madame de Montespan, qu'il veut blanchir de toute accusation. Ces arguments ont convaincu pas mal de biographes de la maîtresse du roi, qui adoptent alors son point de vue pour raconter cette femme. Vous allez voir qu'il a des arguments plutôt solides, même si dans un second temps, je me dois de vous les nuancer. L'opinion que vous vous ferez à la fin de cet épisode, et donc de cette saga, n'appartiendra qu'à vous. Le premier argument de Lemoine en faveur de l'innocence de Madame de Montespan est de dire qu'elle n'était jamais seule. En effet, en tant que favorite ultime du roi, elle était toujours entourée, très entourée même, par des domestiques et des courtisans surtout. Elle ne pouvait pas s'absenter de la cour du roi sans se faire remarquer. Le roi lui avait attitré quelques gardes du corps qui la suivaient partout. C'est vrai que comme ça, on a du mal à imaginer Montespan se rendre dans le quartier puant de la Villeneuve-sur-Gravois pour y rencontrer la voisin. Où aurait-elle mis son carrosse et ses suivants dont il aurait sûrement fallu acheter le silence ? Comment aurait-elle pu échapper à l'attention du roi, qui avait, on le sait, énormément de laquais soudoyés, postés dans les couloirs et les jardins du palais, aussi dans certains cabarets, jouant avec beaucoup de zèle le rôle d'espion. Le deuxième argument, avancé par Lemoine, est la piété de Madame de Montespan. En effet, elle a été élevée dans un cadre très pieux, et elle était connue d'ailleurs pour être très dévote, scrupuleusement attachée aux devoirs de la religion. Oui, elle devient la maîtresse du roi, donc niveau péché, on est quand même au max, mais elle ne ratait jamais un jour de jeûne et faisait tous les carêmes. De plus, elle travaillait au bien-être de jeunes filles orphelines dans la maison des filles de Saint-Joseph, dont elle devient un moment la supérieure. Difficile de l'imaginer sacrifier des bébés après tout ça, surtout quand les pensionnaires rapportent avec quelle bonté elle les traite. C'est une femme très généreuse, dit-on, qui n'hésite pas à faire de grosses donations, comme celles qu'elle avait fait aux Capucins ou même à l'hôpital. Encore une fois, elle vit évidemment publiquement dans l'adultère, et en plus un double adultère. Elle trompe son mari avec le roi ouvertement, et le roi avec son mari tout aussi ouvertement. Et certains lui en tiennent rigueur de cette place finalement, en se disant qu'une femme si dévouée à Dieu, qui n'hésite pas à vivre dans l'adultère comme ça, doit être capable de bien d'autres terribles choses. Contrairement à ce qu'on veut bien faire croire, Lemoine explique qu'elle n'a rien d'une débauchée, même si sa relation avec le roi fait d'elle une pécheresse affirmée. Ce n'est pas parce qu'elle pêche dans un domaine qu'elle pêche aussi dans les autres. Entre l'adultère et les messes sataniques, il y a quand même un monde. Le dernier argument important de Lemoine consiste à reprendre le fameux pacte avec Satan qu'elle aurait contracté via le prieur de Montgomery, l'abbé Guibourg.
En s'appuyant, lui, sur les 2 mémoires rédigées par Colbert et Duplessis pour tenter de blanchir Madame de Montespan, le chercheur explique que si on reprend scrupuleusement ce pacte, il n'a absolument aucun sens. Les dates avancées par le prieur dans ses aveux, surtout, ne coïncident pas du tout. Dans le pacte, il est question de se débarrasser de sa rivale, Mademoiselle de Fontanges. Mais pour lui, c'est infondé, car cette Mademoiselle de Fontanges n'était qu'une petite provinciale, qu'on dit en plus laide et un peu gauche. La Montespan n'avait donc rien à craindre d'elle, alors qu'elle triomphe toujours sur Louis à l'époque, malgré toutes ses infidélités. En fait, elle a bien plus à craindre de Madame de Maintenon, qui a su gagner l'amitié et le respect du roi, et qui, on le sait derrière, deviendra sa maîtresse absolue. Ensuite, dans ce pacte, il est question de mettre fin à la vie du roi. Mais Montespan n'aurait rien gagné à tuer son souverain, si ce n'est l'exil peut-être, la disgrâce en société certainement, et peut-être même une bonne place au couvent. La reine Marie-Thérèse n'aurait jamais toléré qu'elle reste à la cour, ayant trop subi l'affront des infidélités de Louis XIV avec elle. Vous imaginez bien que si le roi mourait, la reine aurait dégagé sa maîtresse Fissa de ses beaux appartements de Versailles. Mais d'ailleurs, si on réfléchit bien, c'est pas dingue aussi de constater que finalement, après les aveux du prieur, de la filastre et de la fille Monvoisin, le roi ait gardé la Montespan auprès de lui s'il la croyait capable de tous ses crimes ? Pourquoi ne l'a-t-il pas incité à fuir comme la comtesse de Soissons, ou banni comme la duchesse de Bouillon par exemple ? Après la suspension de la chambre ardente, il lui avait même offert 50 000 livres, alors on se dit que lui la croyait forcément innocente. Enfin, en se plongeant plus loin dans les archives, le moine soulève un autre point que personne n'a pris en compte. Souvenez-vous, il a toujours été dit que si la Désœillée, la suivante de Montespan, était clairement coupable, c'était pour le compte de sa maîtresse qu'elle avait agi. Mais quelle preuve y a-t-il de ça ? D'ailleurs, pour boucler la boucle, je dois vous dire ce qu'il est advenu de cette fameuse Désœillée. Eh bien, elle n'a pas vraiment eu de procès. Comme beaucoup d'autres prisonniers qui en savaient trop, ils l'ont laissé finir ses jours dans une sorte d'hospice où elle est morte. Ça, c'est ce qui est dit, du moins. Mais le moine, qui a cherché plus loin, comme je vous l'ai dit, s'est rendu compte qu'elle n'avait en réalité jamais été arrêtée, ou enfermée à l'hôpital de Tours, comme c'est écrit, et qu'elle a vécu paisiblement dans son hôtel de la rue Montmartre, ou dans son petit château de Suines, en Seine-et-Marne, sans être inquiétée par la police. Plusieurs écrits retrouvés attestent qu'elle jouissait d'une totale liberté, et on retrouve même des actes notariés bien plus tard, après sa soi-disant mort à l'hôtel de Tours. La femme morte à l'hôpital était peut-être un homonyme, mais en tout cas, ce n'était pas elle. Mais du coup, si tout ce qu'on dit sur la Montespan est faux, comment expliquer que son nom ait été si souvent balancé par tous les empoisonneurs de France et de Navarre ? Le moine ne se laisse pas démonter et pour éclaircir la question, il a 3 explications très simples. La première, c'est que les empoisonneurs se sont mis d'accord pour avoir ce système de défense. Globalement, quand ils étaient arrêtés, ils savaient qu'ils étaient cuits, dans tous les cas. Et je dis pas ça parce qu'ils ont été tous brûlés, hein. Le jeu de mots est un peu dur, mais c'est la fin de la saison, que voulez-vous ? Ils avaient donc tout intérêt à gagner du temps sur la mort et à créer plein de fausses accusations en cherchant à compromettre les plus grands et donc d'embarrasser comme ça tout le système de justice. C'est un peu comme une nécrose qui viendrait de l'intérieur, ça bouffe le Parlement, ça bouffe la Chambre ardente, et finalement, eh bien, eux restent au chaud dans leurs cellules. Regardez, c'est assez logique quand on prend l'exemple du maréchal de Luxembourg. Le sage voulait gagner du temps et qu'on l'oublie un peu, le temps d'instruire le procès d'un plus éminent personnage. Et hop, une lettre de cachet au nom du maréchal. La seconde explication de Lemoine, qui rejoint un peu la première, c'est que le nom de la Montespan était si scandaleux dans leur bouche, parce qu'il venait toucher le roi de très près, qu'il était un peu comme un talisman contre le bûcher de la place de Grève. Plus ils étaient nombreux à le brandir, plus les accusations étaient prises au sérieux, plus ils gagnaient tous du temps de vie. Enfin, la dernière explication, c'est que l'affaire des poisons telle qu'elle a été n'était qu'un épisode de la lutte féroce entre Colbert et Louvois. Louvois, qui s'est emparé du procès, qui devait à la base revenir à son rival, aurait monté cette petite affaire criminelle, surtout imputée à des gens de bas étage, en affaire d'État, inquiétant le roi à outrance pour se donner lui-même de l'importance. Ce qui fait aussi dire ça à Lemoine, c'est que Louvois a été très impliqué dans les procédés judiciaires de cette affaire, jusqu'à être présent aux interrogatoires, auprès du magicien Lesage dans l'affaire du maréchal de Luxembourg par exemple, et que comme par hasard, tous les noms extorqués aux prisonniers sont des ennemis de Louvois et des amis de Colbert.
Bouillon, Turenne, Soissons, Luxembourg, Tingry, Vivonne. Alors, est-ce que votre opinion à vous commence à changer ? Pour que vous ayez toutes les cartes en main, je dois vous dire que les différents arguments principaux du chercheur Lemoine peuvent tout de même être assez facilement démontés. Comme tout argument, il a son contraire, et je me fais ici un devoir de vous dresser une fresque complète, alors si vous voulez bien, on va contrer ensemble les arguments de Lemoine. D'abord sur le fait que la Montespan ait été très suivie de partout, par des gardes, des domestiques, des courtisans ou même des espions, c'est discutable. Elle avait quand même beaucoup de liberté, notamment à l'époque des faits qui lui sont imputés. Tout simplement parce qu'à ce moment-là, c'est surtout Louise de la Vallière qui se trouve dans les bonnes grâces du roi et pas encore Montespan. Alors tant qu'elle n'est pas favorite du roi, c'est-à-dire avant 1667, elle a clairement tout le loisir d'aller et venir. Après ça, on ne peut pas dire que ses journées soient bondées, donc il y a fort à parier qu'elle avait quand même beaucoup de temps libre. Enfin, pour ce qui est de sa petite cour, de son carrosse, etc., je vous rappelle que tout ça n'a pas empêché la marquise de Brinvilliers et plein d'autres femmes très haut placées de savoir se faire très discrète lorsqu'elles se rendaient chez la voisine ou chez le sage. Après, il y a toute cette histoire de religion. Ok, Madame de Montespan était très pieuse, très dévouée, mais ça ne prouve rien. C'est d'ailleurs mal connaître les mœurs religieuses de l'époque. Rappelez-vous ce que je vous ai dit à ce propos au début de la saga. Dieu et Satan se répondent, comme deux portes dans un couloir qui mènent chacun à ses fins. Si l'un ne répond pas à vos prières, on va taper chez l'autre. La voisine elle-même, qui, on est d'accord, a participé aux pires horreurs, ne ratait jamais une messe. Participait constamment aux neuvaines organisées et ne voyait même pas pourquoi elle n'était pas considérée comme une bonne chrétienne. À l'époque, on vénère autant Dieu que Satan, même si finalement c'est quand même un peu tacite sous le manteau, mais pas au grand jour, je vous l'accorde. Il n'est pas délirant de penser que Madame de Montespan était prête à se tourner vers un pacte avec le diable, après avoir tout essayé pour garder les faveurs du roi. Et ce roi d'ailleurs, parlons-en. Lemoine avance l'argument que Louis XIV a gardé tout ce temps d'investigation et même après, Madame de Montespan à ses côtés. Mais il n'avait pas le choix, pardi. Quel scandale s'il l'avait répudié pour de telles accusations, vous imaginez ? Il aurait terni sa propre image et sa propre gloire, et puis il a pu aisément être convaincu par les deux mémoires de Colbert et Duplessis, écrits pour la blanchir. La vérité, c'est qu'après tout ça, Madame de Montespan reste à la cour, mais le roi ne la regarde plus vraiment, il la reçoit toujours en présence de ses courtisans. Elle est peu à peu abandonnée comme la Vallière avant elle, et il se tourne de plus en plus vers Madame de Maintenon. On retire à la Montespan la garde de ses enfants, elle n'assistera d'ailleurs à aucun de leurs mariages, et en 1685, comme pour clôturer le tout, elle doit rendre son appartement à Versailles. Donc finalement, le roi la vire un peu, lentement, sur plusieurs années, mais il finit par s'en débarrasser. Enfin, pour terminer, j'aimerais vous reparler brièvement du système de défense commun qu'auraient mis en place les différents prisonniers de cette affaire. C'est très peu probable quand même, car toutes les accusations ont été extrêmement progressives. La sorcière Labosse, en son temps, ayant été la première, lors de sa séance de torture, à sortir le nom de Montespan, et ça remonte à très loin. Ils n'auraient pas pu se mettre d'accord pour étaler leurs accusations sur un temps si long. Et ils n'auraient pas pu se parler une fois arrêtés non plus, car à partir de 1680, Louvois renforce la surveillance à Vincennes et les prisonniers n'y ont plus aucun contact. Finalement, l'énigme Montespan demeure car aucun des deux partis n'a réussi à avoir des preuves formelles de son innocence ou de sa culpabilité. Comme je vous l'ai dit, le choix de croire l'un ou l'autre vous appartient désormais. La dissolution de la Chambre ardente en 1682, les exécutions spectaculaires de certains des accusés comme Lavoisin, ou le bannissement d'autres plus aisés, clôturent cette vaste affaire des poisons. Louis XIV aura cherché tout le long à étouffer l'affaire pour ne pas éclabousser sa cour et sa réputation. Ce qui ne disparaît pas d'un coup, en revanche, c'est la méfiance généralisée au sein de la cour et surtout de la noblesse. Cette histoire aura aussi pour conséquence une répression accrue des pratiques occultes et une surveillance renforcée des apothicaires et des guérisseurs en tout genre. C'est la fin de cette immense saga de l'été qui vous aura, j'espère, fait voyager dans le temps durant ces 16 épisodes et vous aura accompagné un bon morceau de cette période estivale.
Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Bienvenue à tous les nouveaux auditeurs qui nous ont rejoints durant cette saga. Je sais que vous êtes nombreux à avoir découvert le podcast grâce à elle. Pour écrire et réaliser cette saga, je me suis beaucoup appuyée sur un livre en particulier, L'Affaire des Poisons de Jean-Christian Petit-Fils. Et encore un grand merci aux éditions Blâme qui ont sponsorisé le 10e épisode de cette saga de l'été. Je vous donne rendez-vous sur Instagram et même sur TikTok. À très bientôt pour déterrer ensemble de nouveaux crimes oubliés.